Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Ce soir, nous allons nous intéresser à des sorties récentes chez Panini Comics, puisque nous allons traiter les volumes de Star Wars Allégeance sortis en décembre, et le volume TIE Fighter sorti au tout début du mois de février. Je suis Loïc et ce soir je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Loïc, en fait je te dis bonsoir, mais tu vois moi par la fenêtre il fait encore un gros soleil éblouissant, donc ça serait plus bonjour. Ouais. Mais bonsoir pour toi, je sais qu'il est déjà tard chez vous. Voilà, il est déjà tard chez moi. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend aussi nos auditeurs, l'heure à laquelle ils vont nous écouter. Ou de bon matin peut-être, voilà. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà, nous voilà encore en duo pour cette émission littérature, avec toujours un grand plaisir de te retrouver. Et on va tout de suite attaquer. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton petit quoi de neuf dans ce que tu as fait de Star Wars ces derniers temps ou de geek? Évidemment, comme tout le monde, c'est les 2 premiers épisodes de la série de Clone Wars qui est de retour pour une 7e saison. Jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis quand même agréablement surpris. La qualité, je trouve, est là. Et on est dans l'arc de la Bad Batch. Et ayant déjà vu à l'époque là, ce qui était supposé être fait puis qui n'avait pas été sorti, je peux pas dire que c'était un arc qui m'intéressait tant. Mais là, finalement, avec comment dire, je vais pas vendre le punch pour ceux qui l'auraient pas écouté. Mais bref, ils ont réussi à susciter mon intérêt. J'ai pas détesté. Et certains éléments des 2 émissions nous font voir qu'on est vraiment là collé sur le film La Revanche des Sith. Donc je trouve ça quand même très intéressant, ce retour de Clone Wars. Sinon, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'étais prêt à travailler sur un Star Wars 101. Donc qui prend pas mal de mon temps. Qui demande du travail. Voilà, beaucoup de travail. Je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment... Les capsules sont vraiment très intéressantes. J'ai l'impression qu'on le répète à chaque émission. Mais voilà, c'est le moyen de se rafraîchir l'esprit avec tout ce qui s'est passé de Star Wars ces dernières années. C'est vraiment le bon moyen pour rafraîchir son esprit. Ouais, des fois des petites mises au point, des choses, on se demande qu'est-ce que c'est, ça c'est-tu canon, ça c'est-tu vraiment... des fois j'aborde des sujets, justement je suis en train de travailler sur un, je veux pas tout de suite vendre le scoop, mais c'est justement une question que même chez Star Wars en direct, qu'on parle, c'est une erreur en fait qu'on fait de temps à autre. Donc c'est ça, j'aime bien travailler les choses un petit peu plus méconnues, ou justement les sujets que par exemple les gens qui ne prennent pas les BD ou les livres vont passer tout simplement à côté des personnages qui se retrouvent pas justement dans les films, mais qui en termes d'histoire pour tout l'univers étendu, comme on disait à l'époque, sont des personnages importants. Donc c'est ça, je pense qu'il y en a pour un peu tous les goûts là-dedans. Tu as récemment sorti, c'était cette semaine je crois, celle consacrée à l'opération Cendre. Donc qui parle du tout juste après le retour du Jedi, de ce qui se passe dans le jeu Battlefront 2. Et je trouve que c'est pour moi j'ai plein d'amis autour de moi, des membres de la 501e, des membres de la Rebelle Légion, qui ne s'intéressent pas à l'univers étendu. Je leur avais fait, je me souviens à l'époque où j'avais lu la trilogie Aftermath, je leur avais fait un rapide résumé dans les grandes lignes. Mais là, je l'ai partagé sur notre discussion parce que c'était l'occasion pour ceux qui avaient envie de savoir, sans se taper à regarder 2 heures de cinématique, plus la lecture de plusieurs romans, c'était le moyen de se mettre à jour sur ce qui se passe tout de suite après le film qui est quand même sorti depuis un bon moment. Oui, puis ça a quand même été une surprise de retrouver ça. Tu sais, c'est un concept, l'Opération Cendre, qui était apparu dès les tout premiers comics du nouveau canon en 2015. Donc c'est quand même drôle de voir que c'est revenu d'actualité avec le comics qu'on va critiquer aujourd'hui, TIE Fighter.
et le roman l'Escadron Alphabet en français qui est sorti cette semaine du côté de chez Pocket. Donc, et comme tu mentionnais, c'était aussi dans le jeu Battlefront, le deuxième. Donc, c'est ça, c'est drôle de voir les petits twists comme ça, mais en plus avec Battlefront, dans un sens, c'est une pas Battlefront, mais l'Escadron Alphabet, c'est une trilogie, donc on va peut-être en entendre parler pour un certain temps encore. Et j'ai eu un échange suite au post sur Facebook de cette capsule. J'ai eu un échange avec l'un de nos auditeurs qui disait que il aimait pas du tout cette partie-là, qui trouvait ça un peu étrange comme opération, etc. Et j'ai réussi un peu à le convaincre. On a échangé 2-3 messages en lui disant que je trouvais que c'était totalement que c'était très Palpatine en fait. Voilà, c'est un concept que je peux très bien imaginer de sa part. Voilà, quelqu'un qui si je ne peux pas gagner, vous ne gagnerez pas. S'il y a quelque chose à sauver, je vais essayer éventuellement de resserrer la poigne de l'Empire sur la galaxie pour poser son pouvoir, poser le pouvoir même s'il n'est plus là. Bon, après, nous, on sait que ça n'a pas marché, mais je trouve que c'est pas du tout dénué de sens comme plan. Oui, et puis dans la trilogie de livres Riposte, là, Aftermath, c'était amené justement avec la métaphore du jeu d'échecs. Hein, donc, quand le roi, évidemment, il avait changé le nom des pièces, là, mais on avait tous compris que c'était un jeu d'échecs. Et c'est ça, quand le roi tombe, la partie est finie. Y compris pour ceux qui survivent dans l'équipe. Du roi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, non, c'était quand même très bien, je trouve, amené. Là, à l'époque, c'était Chuck Wendig là, qui avait amené ça. Voilà. Est-ce que tu as autre chose dans... Non, ça fait pas mal le tour de mon côté. C'est pas mal, ouais. Écoute, comme toi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Clone Wars. Alors... j'ai tout de suite, alors j'ai regardé le premier épisode en VO parce qu'il était disponible tout de suite en VO, et ensuite j'ai retéléchargé la VF, et je dois dire que j'étais très content de retrouver les vraies voix, les vraies voix, en tout cas les voix françaises que nous avions dans les films. Donc c'était une discussion qu'on avait eue avec Faye et David lors d'une de nos émissions Clone Wars, où nous regrettions le changement de doublage en fin de saison 5, en saison 5, et voilà, là au moins... Ces Dubbing Brothers, ils sont de retour. C'est vraiment les acteurs comme ils étaient revenus dans l'ascension de Skywalker, etc. Donc, je les ai vraiment trouvés agréables, mais j'attends un peu plus, j'avoue. Maintenant, l'animation, ça fait du bien de retrouver cette animation, ça fait du bien de retrouver cette ambiance, le logo, la musique, etc. Voilà, c'est un bon moment. J'ai enfin fini le 2e volume de Throne. Okay. Après beaucoup d'heures de souffrance, j'ai vraiment, ça a été très 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 difficile, et c'est quelque chose que je regrette parce que Throne est vraiment un personnage que j'appréciais avant, que j'apprécie toujours vraiment beaucoup, mais voilà, Timothy Zahn n'arrive pas à me faire complètement adhérer à son nouveau personnage, à son nouvel univers autour. J'ai beaucoup de mal avec la gestion simultanée de 2 timelines de 2 chronologies dans un même livre. Il y avait déjà eu ce problème avec Solo. Voilà, c'était vraiment très très difficile. Bon, j'ai hâte de voir le 3 parce que tu m'as dit que c'était plus simple, donc j'ai hâte de le lire. Et puis du coup, j'ai un peu de rattrapage à faire parce que l'Escadron Alphabet et le Collectionneur sont des livres que je n'ai pas encore, Ouais, que je dois, faut que je me procure. À la limite, pour ce qui est de l'Escadron Alphabet, si tu veux attendre qu'il y en ait plus qu'un de sorti, le 2e devrait suivre en cours d'année, peut-être pas en français, mais même la traduction, à mon avis, j'ai l'impression que ça sera pas très retardé par Pocket, là. Je pense que c'est une trilogie qui va être assez populaire sur le marché. Là. Justement, c'est ce qui me donne bien envie de le lire tout de suite et puis de pas forcément attendre, mais voilà, c'est vraiment un manque de temps de pas avoir pu. Le 2e, si je me trompe pas, est prévu en anglais, bien sûr, là, pour le mois de juin. Donc ça arrive quand même vite. Oui. Prions pour que Pocket accélère sa parution. Après, il y a beaucoup de choses chez Pocket encore à venir, qui n'ont pas été annoncées, donc voilà. Et puis alors, pour finir mes petites actualités Star Wars, j'ai retrouvé en rangeant mes costumes, voilà, qui étaient un peu disséminés, un peu à droite, un peu à gauche, mélangés dans des sacs, dans des malles, dans des caisses. J'ai tout remis ensemble et puis je suis retombé sur une enveloppe dans laquelle j'avais
mis l'impression d'une interview que j'avais faite pour Site Clan à l'époque. Alors c'était le coin du collectionneur, le nom de la rubrique. Donc c'était à l'époque où je collectionnais, donc ça remonte à 2006, il y a la date et tout. C'est vraiment l'article avec la question, la réponse, les photos que j'avais fournies à l'époque. Et c'était vraiment une bonne surprise de retrouver ça. D'ailleurs, je l'ai partagé sur notre fil de discussion Star Wars en direct dans l'équipe parce que on a quand même des anciens de Site Clan, donc je pensais que ça leur ferait plaisir. Et c'était vraiment ça sortait des enfers comme ça. Enfin, je m'y attendais pas. Je me disais, waouh, génial. Enfin, c'était voilà, c'est une époque un peu révolue. C'est aujourd'hui avec l'internet moderne, tout ça n'existe plus. Et j'ai pas de nostalgie parce que j'aime bien ce qu'on fait aujourd'hui, mais voilà, ça me replonge un peu dans l'état d'esprit ou dans les sentiments que je ressentais à cette époque-là. J'arrive à m'en souvenir. C'est vraiment une époque, l'engouement. Moi, c'était vraiment la découverte de beaucoup de choses autour de Star Wars, même si j'étais déjà fan depuis plusieurs années. Et j'arrive à ressentir aujourd'hui encore les émotions de l'époque, quoi. Donc voilà, c'était pas mal tout pour les petites actualités Star Wars. Donc avant de commencer, on fait le tour de nos plus récentes émissions Star Wars en direct. Il y a eu récemment, la dernière émission, c'était une émission sur le Toy Fair qui a eu lieu à New York récemment, et sur l'annonce en live de toute l'ère de la Haute République, qui a été donc le fameux projet Luminous qui a été annoncé récemment, où Jean-François, Malgus, Sébastien et Dany, en tant que chroniqueurs, viennent donner leurs impressions. Et puis l'émission juste avant, donc c'est une émission également littérature sur le collectionneur, où toi-même, accompagné de Cécilie et Sébastien, vous chroniquez ce roman qui a connu un très bon écho dans notre équipe, puisqu'il a été très très bien noté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre notre serveur Discord pour discuter avec nous, pour communiquer entre vous, entre auditeurs de Star Wars en direct, et pour assister à l'enregistrement de nos émissions en live, lorsqu'elles ont lieu et lorsqu'elles sont annoncées à l'avance. Notre boutique à l'adresse starwars.direct, onglet boutique. Encore une fois, Dany a rajouté de nouveaux produits sur des thèmes Empire et Rébellion. Et puis vous pourrez également enfin acheter ce t-shirt dont on parlait, donc sur un thème Lego classique de la gamme Espace, mais redesigné avec des designs un peu Star Wars. On remercie nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et science-fiction, et on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. On attaque tout de suite notre première critique avec le volume de Star Wars Allégeance, sorti avant l'ascension de Skywalker par Panini Comics. Donc je remercie Star Wars Universe pour les résumés, puisque poursuivi par le Premier Ordre à travers la galaxie, la Résistance a un besoin désespéré de vaisseaux, d'armes et de recrues pour affronter une dernière fois les forces de Kylo Ren. Le désespoir mène une délégation dirigée par la générale Leia Organa et Rey à implorer les vétérans alliés de jadis, les Mon Calamari, de rejoindre le combat. Mais des décennies après l'occupation impériale qui a asservi leur planète, il y en a qui sont prêts à tout pour empêcher une autre guerre de remplir de sang les eaux de Mon Cala. Dans un autre système, Poe Dameron et Finn ont leur propre mission, retrouver une cache d'armes sur la lune éloignée d'Avedot, inconscient d'être traqué par le gang criminel le plus célèbre de la galaxie. Et avant de te laisser la parole, Francis, je précise tout de suite que ce volume se situe entre les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Et je te laisse, si tu veux enchaîner avec ta critique. Ouais, on va quand même préciser, c'est ça, c'est un album de 4 épisodes et 4 épisodes sortis en 4 semaines. Donc c'était vraiment un produit promotionnel pour le 9e film, l'ascension de Skywalker. Ça a déboulé là, très rapidement. Je crois qu'en français aussi, je pense qu'on peut quelque chose comme 3 semaines après la dernière sortie VO, on a eu l'album chez Panini. Donc vraiment, il faut le saluer l'effort de ce côté-là de nous fournir le produit traduit très rapidement.
C'est un scénario de Ethan Sachs qu'on a déjà vu quelques fois déjà chez Star Wars et du génie habituellement, je dirais, au niveau graphique, Luke Ross. Cette fois-ci, bon, c'est ça. Moi, Luke Ross, au fil du temps, ça m'a gonflé mes attentes quand je vois ce nom-là. Donc, on va voir si cette fois-ci, ça a été à la hauteur des attentes. Et je mentionnerai peut-être au niveau des couvertures, c'est quelqu'un d'autre aussi que j'admire beaucoup. Son travail, Marco Cecchetto ou Cecchetto. Cecchetto. Ouais, Cecchetto nous avait dit Aurélien... de Panini lors d'une émission de littérature qu'on avait enregistrée avec lui il y a quelques temps. Puis c'est un peu particulier, c'est original le concept en fait. Cette fois-ci, les 4 couvertures ne font qu'une. Donc si vous avez les versions soft, là, comme on dit, vous pouvez les mettre les 4 une à côté de l'autre. Et ça avait été imprimé en bannière gigantesque lors de la convention, là, la célébration de Chicago l'année dernière. Et c'est ça, c'est vraiment un concept où est-ce que les 4 couvertures ne font qu'une. C'est vraiment magnifique de ce côté-là. Bon, reste à voir après au niveau des dessins de Luke Ross. Pour ce qui est de l'histoire, avant de parler plus en profondeur des graphismes, c'est... T'sais, on a critiqué ensemble le hic il y a pas si longtemps Tout à fait. des BD Star Wars et des BD Darth Vader qui se passaient sur Mon Cala. Et ça, je trouve que ça, c'est le point le plus intelligent de cette histoire. Et ça forme une espèce de trilogie qui se passe dans chacune des ères. C'est ça, exactement. La République, la Rébellion et la Résistance. Exactement. Évidemment, par contre, certains pourraient y voir une redondance ou, tu sais, pourraient critiquer le choix. Mais comme tu dis, ça nous on l'a vu dans les Darth Vader à l'époque un peu plus prélogique, ou en tout cas, vraiment là, tout près de la période prélogique. Ensuite, l'époque de la Rébellion et cette fois-ci, l'époque de la Résistance. Donc ça, j'ai pas détesté l'idée. On nous présente un personnage qui, grosse surprise, se trouve à être le fils de l'amiral Akbar. Bon, ça c'est un peu un classique là, de toujours retravailler avec la progéniture des personnages qu'on connaissait déjà. C'était un moyen de l'introduire avant l'ascension de Skywalker aussi. Exactement, c'est un personnage qu'on voit dans l'ascension de Skywalker. Mais qu'on ne sait pas. Mais comme ça, dans le film, à part le Poe qui l'appelle Junior, on n'a aucune indication, aucune mention dans le film qu'il s'agit du fils de l'amiral Akbar. Non, effectivement, ça a été, passé complètement là, sous silence dans le film. Coupé au montage, peut-être? Très possible. Hein. Déjà, c'est un film, on se le cachera pas, qui était très lourd en contenu. Là. Donc, j'imagine qu'ils ont dû couper toutes sortes de choses. On va voir dans la version, la novélisation, le livre qui sort bientôt. Mais c'est un personnage en même temps que je sais pas à quel point... C'est pas un autre amiral Akbar. Là. Moi, je trouve qu'ils ont pas réussi à lui insuffler la même prestance, le même charisme, mais bon. Il a pas le charisme. Et sinon, bon, le premier ordre ici qui est dans l'excès, mais le plus total, c'est encore pire que ce qu'on voit à l'écran. Le moindrement, la Résistance a passé un coup de téléphone à une planète. Le premier ordre décime complètement la planète. Donc mais bon, ça fit quand même avec l'idéologie et c'est quand même en lien avec les autres œuvres qu'on a eues entre l'épisode 8 et 9, parce que l'air de rien, on commence à en avoir eu plusieurs. Je sais qu'ils n'ont pas toutes été traduites encore, mais entre Resistance Reborn, Spark of the Resistance, on a eu les Galaxy's Edge, donc celui-là. Et j'ai l'impression d'en oublier aussi. Bon, c'est sûr qu'autour de Galaxy's Edge, il y avait 2 romans. Bref, c'est ça, le premier ordre est toujours dans l'excès là, et ne tolère non seulement pas la coopération, la collaboration avec la Résistance, mais même pas le simple contact. Là. C'est un peu ridicule. Tout ça pour dire que la Résistance est devant une espèce de choix justement où est-ce que faut bien qu'ils essaient de se trouver des alliés, mais ils savent pertinemment qu'ils les mettent ainsi en très grand danger. Bon, j'ai pas détesté par contre. On voit une espèce de race alien en début d'album. J'ai trouvé ça quand même très original le design, mais c'est ça, rapidement on se retrouve sur Mon Cala, donc évidemment c'est des 2 races qu'on connaît très bien entre les Mon Cal et les Quarren, si je me trompe pas. L'autre race qui partage la planète avec eux. Encore une fois, par contre,
c'est sûr que quand que je parlais de redondance tantôt, on est un peu là-dedans, tu sais, on a le fils d'Akbar, on a le fils de l'autre qui trahissait dans l'autre BD, la BD Star Wars. Bon, évidemment, si on aime les liens entre les albums, les personnes qui consomment le tout vont apprécier ces petits liens-là. Mais oui, effectivement, il y a un petit côté redondant dans l'histoire, là, parce que c'est assez frappant de ce côté-là. Ici, on a la présence de Rose. Je m'étais marqué ça, en gros, parce que dans le film et dans certaines autres œuvres, Rose a été plus ou moins évacuée de l'histoire. Donc, cette fois-ci, elle a quand même un certain rôle. Sinon, on a une Rey vraiment dans une Rey pas de bonne humeur, disons, dans les excès un petit peu aussi. Elle est un peu... je l'ai trouvée un peu en dehors de son de la caractérisation qu'on lui connaît. Comme si c'était pas le même personnage, et j'ai eu beaucoup de mal à appréhender cette partie de l'histoire, parce que pour moi, on n'était pas dans ce qu'on nous avait présenté. Alors après, ça, bon, elle a vécu des choses difficiles, je peux le concevoir, etc., mais je trouve que ça a peut-être été un peu trop loin. Ouais, j'ai essayé de la mettre en parallèle avec les autres œuvres aussi dont je parlais tantôt, les 2 livres, Resistance Reborn et Spark of the Resistance. Et effectivement, il y a quelques passages de ces livres-là où est-ce que Rey est peut-être un peu plus impatiente, etc. Un peu comme on voit au début de l'épisode 9 où est-ce qu'elle se chicane avec Poe Dameron qui a ramené le Faucon Millennium dans un état pitoyable. Donc, c'est un peu la Rey impulsive, tout ça. Mais je suis d'accord avec toi que dans cette BD-là, c'est un petit peu en dehors du personnage, un peu exagéré, je dirais. Et pour finir sur les personnages, c'est le retour, pour ceux qui les connaissaient, des contrebandiers ou mercenaires là, de la série Galaxy's Edge. Donc, il y a une série de comics l'automne dernier, ou fin de l'été en fait, l'année dernière, titrée Galaxy's Edge. C'était 5 numéros si je ne me trompe pas. Et on avait toujours un petit peu une aventure de personnages plus connus comme Han Solo ou Greedo ou Dr. Aphra, etc. Et mais la trame de fond, le continu, c'était des nouveaux personnages, des espèces de mercenaires, dont un qui je me souviens plus la race, là, mais qui peut prendre l'apparence de ce qu'il veut. Un Claudite. Un Claudite, c'est ça? Mais tout ça pour dire que Allégeance, par contre, se passe avant Galaxy's Edge. C'était précisé là, dans un petit temps encore là, à la fin. Mais c'est ça, c'est la même équipe de mercenaires qui attaquent Poe et Finn. C'est là la problématique pour nous, en français, du coup de ne pas avoir cette référence, parce que la sortie d'album ne s'est pas faite dans l'ordre américain. Puisque ce volume, on l'a avant le volume de Galaxy's Edge. Mais de toute façon, comme il se passe avant, c'est pas plus mal. Là, c'est en anglais, en fait, qui n'ont pas respecté la chronologie normale, si on peut dire. Et de toute façon, je sais pas si c'est prévu pour quand du côté de Panini, là, le produit Galaxy's Edge, mais c'était pas 100% mauvais, là, même si on s'entend, c'était un produit promotionnel pour vendre le parc, là, les parcs Galaxy's Edge. Il reste que ça avait quelques aspects intéressants. On apprenait que les sarlaccs sont même élevés dans une ferme de sarlaccs, là, et que Han Solo va justement capturer un bébé sarlac, là. Bref, c'est ça. C'est à mettre en commun. Là, tu me vends pas du rêve. Non, probablement que non. Mais c'est ça, on avait Hondo Ohnaka aussi qui était pas mal présent dans cette série-là. Donc, et les nouveaux personnages de Galaxy's Edge, là, comme Doc Ondar et compagnie. Mais non, c'était quand même intéressant. Il y avait Chirrut Imwe aussi à un moment de l'histoire. Donc, parce que ça, on est dans des flashbacks, hein, ce qui fait que ça nous permet d'explorer quand même plusieurs périodes. Bref, pour revenir à Allégeance, côté histoire, c'est bon, évidemment, c'est 4 numéros, c'est limité dans le temps. Peut-être que les attentes étaient trop grosses, là, parce que là, c'était le premier visuel auquel on avait le droit avant le film. Hein, donc, on avait hâte de voir là, ce que les personnages faisaient après les derniers Jedi. Mais je peux pas dire que du côté du scénario, là, ça a été un wow pour moi. En fait, ça a plutôt été une déception. Et côté graphique, j'ai mentionné l'originalité des 4 couvertures tantôt, mais les dessins. Écoutez, Luke Ross, personnellement, est vraiment un de mes dessinateurs préférés chez Marvel.
Et malheureusement, ici, je pense que c'est malheureusement raté. J'ai l'impression que le fait que justement les 4 soient sortis en 4 semaines, là, peut-être qu'il y a eu un manque de temps disponible là, pour travailler. Parce que d'habitude, le Cross est vraiment capable de nous pondre des chefs-d'œuvre. Alors que cette fois-ci, on dirait que c'est ça, c'est fait à la va-vite là, pour être capable de livrer dans les temps. Donc c'est malheureux, mais bon, je vais quand même continuer d'avoir des hautes attentes pour ce dessinateur-là. Fait qu'en conclusion... Ouais, vas-y. J'ai souvenir que un de ses premiers projets... Alors, il avait dessiné... Non, c'était pas un de ses premiers projets, mais il avait dessiné, je crois, l'une des novélisations. Oui. Enfin, l'une des adaptations Marvel, en Wars, comics, voilà. Ouais. Et c'était déjà... Enfin, cette adaptation n'était pas terrible. Non, c'était affreux. C'était le Réveil de la Force. Voilà. Et après, il avait fait des belles choses sur Throne, il avait fait des belles choses sur Dark Maul, mais effectivement, je pense que c'est un artiste qui a besoin de temps, et quand on ne lui laisse pas, il rush un peu. Alors là, on n'est pas dans le cas non plus de l'adaptation du Réveil de la Force, hein. C'est pas aussi pire. Non, et c'est pas lui non plus le coloriste, si je me trompe pas cette fois-ci, parce que parfois, il me semble qu'il fait coloriste aussi, là. Il y a Phil Noto aussi, des fois, qui prend tous les chapeaux, là. Donc, cette fois-ci, le Cross ne faisait que le dessin. Mais bref, c'est ça, on aura vu mieux. Bref, au global, écoutez, c'est un album, personnellement, que je trouve sans grand intérêt. À la limite, il y en avait un avant la sortie du film, mais maintenant que le film est sorti, je trouve que l'intérêt est très très limité. Ça donne pas en plus spécialement envie de voir le film. T'sais, on ferme pas la dernière page en se disant ok, ça me donne envie d'écouter le film, comme ça peut être le cas des fois avec un roman ou avec d'autres comics. Donc c'est ça, je pense que c'est un échec de ce côté-là. Ça ajoute pas grand chose ni à l'expérience de la postlogie en général, ni comment dire à notre visionnement là, de ce dernier film-là de l'ascension de Skywalker. Une impression, comme je disais tantôt, de travail de dernière minute. Donc, avant de donner ma note, je vais te demander, toi, de ton côté, Loïc, qu'est-ce que tu as pensé d'Allégeance? Ben écoute, je te rejoins sur le côté redondant des choses qu'on a déjà vues. Notamment la partie, parce que tu n'en as pas parlé, la partie, donc Finn et Poe ont une mission de ravitaillement ou de chercher des armes qui est à part en fait de la mission principale de Leia, puis ils vont se faire rattraper par des mercenaires. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, revu et re-revu à toutes les époques de Star Wars. Je suis pas sûr qu'on avait vraiment besoin de subir ça encore. Alors par contre, c'était peut-être l'occasion de placer des clins d'œil, hein. Snowspeeder et compagnie, ouais. Mais bon, ça reste toujours un peu limite, même si j'aime bien ce développement qu'a fait la postlogie on va dire, de reliquats de l'époque impériale, qui servent un peu à droite, qui peuvent servir un peu à gauche, et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est quelque chose que j'aimais bien dans les concept art de la version Trevorrow, notamment. C'est une idée qui fonctionne, je trouve, dans l'univers Star Wars, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme et tout se réutilise. Donc ça, c'est pour ce côté-là, oui. Maintenant, pour l'intérêt de leur mission, non. L'intérêt de la mission côté Leia, effectivement, c'est pas ouf. Mais j'avoue que j'ai été séduit par la caractérisation de Leia, que j'ai trouvé très très juste, et le fait de revenir sur Mon Cala et que ça forme une sorte de trilogie. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Moi, je trouve qu'il y avait cette continuité qui était présente. Je trouve que c'est bien aussi de réutiliser des éléments, même si c'est les fils d'eux. Voilà, ils ont vécu des choses, ces gens-là ensemble. Leia, elle a déjà eu affaire au paternel. Et voilà, je trouvais ça assez intelligent de réutiliser ça comme ça. Et puis, côté graphique, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus, voilà, on n'est pas dans l'horreur absolue. Affreux. Non, c'est pas affreux. Maintenant, ça reste que 4 épisodes, 80 pages, je crois, c'est assez maigre. Bon, le prix n'est pas si élevé que ça non plus, mais voilà. Si je devais conseiller quelque chose à quelqu'un,
quelqu'un qui voudrait se mettre à Star Wars ou voilà, qui voudrait lire quelque chose sur Star Wars ou qui voudrait, je sais pas, qui aurait voulu se préparer avant l'ascension de Skywalker, bah c'est clair que je vais pas lui recommander ça. Comme tu l'as dit, l'intérêt normalement d'une œuvre entre deux films, c'est de te donner envie de voir le film. C'est raté. Mais alors attention, c'est raté depuis l'épisode 7. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'œuvres pré-épisode 7 ou entre les deux autres films qui est vraiment réussi. Ce tour de force voilà. Mais bon, moi c'est quelque chose que je pardonne volontiers parce qu'on a compris depuis longtemps, j'espère, que ce sont des outils marketing et que ce n'est qu'un prétexte pour vendre du papier. Mais bon, c'est sûr que c'est pas voilà, c'est pas très engageant et je pense que le trou peut se faire largement dans la bibliothèque sans que ça ne nous empêche d'avoir un aperçu global de tout ce qui se passe pendant cette période. Donc, ben, écoute, Francis, est-ce que tu peux nous donner ta note, s'il te plaît? Oui, ben, je pense à un détail que j'ai oublié de mentionner, que je trouvais que ça vaut la peine de le préciser. J'aime ça quand Panini fait ça. À la fin de l'album, on a quelques sketchs, comment dire, là, du graphisme sans la colorisation, etc. Donc, et quelques textes pour aller avec ça. Je pense que la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était dans le crossover entre Star Wars et Dr. Aphra, là, qui était un peu sur des vampires. Là. La Citadelle Hurlante. La Citadelle Hurlante, exact. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, là, d'avoir du bonus comme ça à la fin. Donc, je me disais que ça valait la peine de le mentionner. Mais malgré ça, je les donnerais à cet album-là. Tu sais, c'est pas le pire des divertissements, comme tu as dit, c'est pas affreux pour les yeux. Et c'est ça, c'est quand même intéressant à lire. Donc, je donnerais quand même une note de passage là, de 60%, donc un 12 sur 20 pour Allégeance. Eh ben écoute, je ne suis pas loin, parce que pour une fois, je ne suis pas loin de toi. Je vais lui donner 11 sur 20. Je pense que c'est le genre d'album que j'aurais pu me procurer en occasion, en brocante ou autre, quelques semaines, mois, voire années après sa sortie, sans aucun problème. Et ben on enchaîne tout de suite sur la critique donc du volume de Star Wars TIE Fighter, donc sorti chez Panini comme je l'avais dit tout à l'heure début février, donc on est sur une review assez récente. Donc le Shadowing arrive, le salut de l'Empire, le destin de la rébellion. Alors que la guerre contre la rébellion s'étend, ce sont les innocents de l'Empire galactique qui risquent le plus. Un escadron de chasseurs taille d'élite est créé pour aider à protéger les intérêts impériaux et abattre la furie de l'empereur sur la traître et violente alliance rebelle. Mais jusqu'où cette équipe est-elle prête à aller pour préserver la loi et l'ordre, et les pilotes du Shadowing sont-ils aussi loyaux qu'ils le paraissent? Alors, Francis, vas-y, complète un petit peu ce synopsis, donne-nous tes impressions, je vais essayer de rebondir en même temps que tu parles. Oui, donc cette fois-ci on a droit à 5 numéros, une mini-série par contre qui est sans suite, si on peut dire. Ça se passe en l'année plus 4, donc on est, si je me trompe pas, pile entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Côté de dessin, on a les dessins de Roger Antonio et Michael Dowling. Et au niveau des couvertures, c'est signé Giuseppe Camuncoli, qu'on a déjà vu quand même assez souvent du côté de Star Wars, et d'un dénommé Tommy Lee Edwards. Donc, du point de vue des attentes et compagnie, c'est un album que nos auditeurs ont probablement déjà entendu parler dans des émissions précédentes, parce que c'était plus ou moins un crossover de la trilogie, en fait, du premier tome de la trilogie de l'Escadron Alphabet, qui est sorti récemment là, en français. Donc, je crois que les peut-être 3 ou 4 premiers numéros sur 5 étaient sortis avant le livre et le dernier numéro après le livre. Mais bon, je dis plus ou moins crossover, c'était vraiment vendu comme un crossover, ou en tout cas avec un marketing, là, avec une espèce de logo et sur le livre et sur la BD, comme quoi les deux étaient reliés. Je suis pas... Disons que plusieurs personnes ont été déçues par l'aspect lien entre les deux. Là. C'est vraiment limité. Faut dire que ça se passe pas en parallèle. Tu sais, souvent les crossovers, bon ben ça va se passer justement en parallèle un de l'autre. Là cette fois-ci, les comics se passent avant le livre.
Et on n'a pas beaucoup de personnages qui se retrouvent à la fois dans le comics et dans le livre. Donc c'est certain que bon, c'est l'escadron comme tel qui fait l'espèce de crossover. L'escadron et surtout son officier à la tête là, qui se fait surnommer, en fait que les troupes surnomment Grandmother, donc la grand-mère. Ouais. De ce côté-là, par contre, les rares personnages qui se retrouvent dans les deux concordent. On retrouve vraiment la même attitude, etc. Justement, ce personnage-là de Grandmother appelle les rebelles des séparatistes. Donc, c'est une femme qui a fait la guerre des clones. Donc, pour elle, les rebelles, c'est juste... pour elle, la guerre a jamais fini. Là. Donc, elle continue de les appeler. C'est assez intelligent, d'ailleurs, comme façon de voir la chose. Ouais, j'ai bien aimé ça. Moi, je m'étais fait la remarque il y a quelques mois. Alors, moi, j'ai pas lu l'Escadron Alphabet, mais je m'étais fait la réflexion, il y a quelques mois ou quelques années peut-être. Finalement, effectivement, cette guerre, elle ne s'arrête pas. Et on va dire que, quand même, les séparatistes qui étaient les ennemis qui deviennent la rébellion, bon, c'est pas tout à fait vrai, puisque, en fait, on va dire que c'est le bon camp qui change. Mais tout est une question de point de vue, parce que ça, c'est notre point de vue à nous, en tant que spectateurs, qui voient deux camps, de gentils et de méchants. Mais dans tout ce qui a été fait de ce nouvel univers canon depuis le rachat par Disney, on nous a bien montré des zones de gris, et on nous a bien présenté que le camp des rebelles était pour l'Empire, ou en tout cas pour les citoyens de l'Empire, aussi dangereux que la vision qu'on avait de l'Empire du camp rebelle. Mmh. Donc je trouve que c'est intelligent parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à développer, le côté extrémiste, le côté terroriste. Les rebelles, ils sont dangereux. On veut pas s'acoquiner avec eux. On veut surtout pas qu'ils amènent la guerre sur notre planète parce que voilà. Et ça rejoint effectivement un peu la guerre des clones. Oui, puis comme tu dis, c'est pas complètement le cas. Évidemment, on a les Aldéraniens qui étaient du côté de la République pendant la guerre des clones, mais par exemple, Cassian Andor, de son côté, vient d'un monde qui était du côté de la CSI pendant la guerre des clones. Donc, je sais pas si ça va être exploré dans la série télé qui s'en vient là sur lui. Mais il me semble que c'était mentionné, je crois que c'était dans la novélisation de Rogue One, là, comme quoi lui, c'était déjà, pendant la guerre des clones, il était déjà opposé à la République, donc pour eux, c'est la continuité de la même guerre. Oui, effectivement, pour lui, l'ennemi n'a pas changé. C'est ça, mais pour revenir à TIE Fighter, c'est ça, le personnage de Grandmother, c'est essentiellement le personnage principal qui revient dans le livre L'Escadron Alphabet. Donc si vous cherchez un lien entre les deux œuvres, c'est celui-là, et je l'ai pas mentionné... cette fois-ci, j'en avais parlé dans un autre épisode dans des actualités, mais il faut saluer le travail de Panini et de Pocket qui se sont coordonnés pour sortir cet album-là et ce livre-là en même temps. Donc ça, encore une fois, je tiens à le saluer. Et j'aimerais bien d'ailleurs que cette initiative soit plus souvent réitérée, et notamment, on en parlait tout à l'heure, quand le ou les romans Galaxy's Edge vont sortir, pourquoi pas les combiner, même s'ils ils n'ont pas de lien entre eux directement, mais pourquoi pas les combiner avec la sortie du volume Galaxy's Edge chez Panini. Oui, effectivement, ce serait pas une mauvaise idée du tout. Il y a quand même certains liens, je te dirais, là, des personnages récurrents dans les deux histoires pis tout ça, donc non, ce serait quand même une très bonne idée. Pour revenir à l'histoire de TIE Fighter, écoute, tu l'as mentionné, faut dire que c'est pas une histoire extrêmement développée, donc le synopsis couvrait déjà quand même. On nous présente le fameux Shadowwing que vous allez retrouver dans votre lecture de l'Escadron Alphabet, un escadron d'élite impériale, donc formé cette fois, vraiment un escadron de chasseurs. Donc à ne pas confondre par exemple avec l'escadron Inferno là, qui était plus multi-usage. Là c'est vraiment des pilotes de chasse et c'est je crois qu'ils sont tous aux commandes, corrige-moi si je me trompe, de pas de TIE Fighter conventionnel là, mais de TIE Interceptor, hein, c'est ça. Oui. Mais je vais mentionner aussi le retour des jumeaux de la série Solo Cadet Impérial qu'on a critiqué il y a pas si longtemps. Oui. Donc, encore une fois, un lien... ce comics-là, Cadet Impérial, là, je me serais jamais attendu à ce qu'il bâtisse autant par-dessus après. Mais c'est bien, parce on l'a souvent dénoncé, le fait que, voilà, comme tu disais récemment dans le collectionneur, voilà, encore on invente une nouvelle race d'aliens, encore on invente une nouvelle planète.
bah voilà, là on a des auteurs qui décident de réutiliser des personnages qui ne sont pas forcément leur création, qui ne sont pas à eux, et d'essayer d'en faire quelque chose, autre chose. Là, je vous renvoie à nos émissions de littérature sur Afra ou sur Shuntorun. Oui, effectivement. Et celui-là, comme tu dis, non seulement c'est pas le même auteur, mais on a même droit à un caméo de Han Solo. Donc, un peu comme parce que justement, ces deux frères-là étaient à l'académie avec Han Solo. Donc, même si ça change absolument rien, pis ça apporte rien à l'histoire, c'est juste drôle, là, la coquille de voir ça là-dedans. Évidemment, c'est dans un flashback, là. Et je m'étais noté l'intérêt de voir des troupes impériales s'entre-déchirer. Donc déjà à cette époque-là, on a des impériaux contre d'autres impériaux. Plusieurs morts aussi dans l'équipe du Shadowing. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui malheureusement trop souvent là, il n'y a pas de victimes dans les équipes de personnages qu'on suit. Là vraiment on s'intéresse à plusieurs pilotes et tout à coup il y en a un qui meurt. Je trouve que ça représente bien la réalité de la guerre là, encore plus pour des pilotes de chasse. Vous vous intéresserez à l'espérance de vie des pilotes de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir qu'elle était pas très très élevée. Donc j'ai quand même plusieurs mérites à donner à cet album-là, même si c'est pas le scénario du siècle. On a encore une fois, on a un des personnages que dans le fond songe à quitter là, pour la rébellion. En fait c'est comme déjà plus ou moins organisé là. Mais c'est ça, on va se retrouver dans une situation où les impériaux, et c'est quelque chose qu'il y a aussi dans le livre, l'escadron alphabet, c'est que les impériaux se retrouvent à combattre pour leurs frères d'armes bien avant le fait de combattre pour un empire ou pour l'idéologie impériale, etc. Ben, ils luttent pour leurs frères d'armes à côté et pour survivre. Donc, c'est... En tout cas, je veux pas vendre trop de punch là, du roman, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici. On n'a pas droit à des fanatiques impériaux, là, un peu justement comme dans l'Escadron Inferno, c'était un peu plus ça, là, l'escadron du roman, l'Escadron Inferno et de Battlefront 2, où est-ce que là, c'était vraiment des impériaux convaincus, là, Mais justement, ce côté un petit peu frère d'armes, ils ont quelque chose de très rébellion, alors que ce soit des escadrons ou des officiers avec des soldats, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, je pense au premier roman Battlefront, Twilight Company, où on a... Évidemment, ils combattent pour l'idéologie rebelle, pour la liberté, blablabla, mais ils combattent avant tout pour eux, entre eux, et c'est une vraie équipe et un vrai esprit de corps. Et ça marche super bien. Et alors, le transposer du côté impérial, donc du côté des vilains, et réussir à nous les rendre aussi humains, et aussi sympathique, qui plus est en plus dans un comics où on n'a pas non plus de la place comme dans un roman avec 400 pages de développement, mais j'ai trouvé ça super intelligent. Ouais, non, effectivement, c'est très bien réussi de ce côté-là, parce qu'on l'a peut-être pas mentionné là, mais on est vraiment 100% du côté Empire dans ce comics-là. L'Empire, les impériaux dans ce volume sont les héros et les vilains d'ailleurs, puisqu'il y a deux factions impériales. Et c'est pareil, de montrer la corruption. Donc la corruption de l'Empire, on la connaît, on l'a déjà parcouru. J'irai pas jusqu'à dire en long, en large, en travers, mais on l'a parcouru dans beaucoup d'œuvres différentes dans le nouveau canon. Et là, pareil, j'ai trouvé que c'était super bien amené, super intelligent. C'est assez logique. C'est-à-dire qu'en tant que gouverneur d'un secteur ou d'une planète un peu éloignée, etc., je m'imagine à sa place également me laisser un petit peu acheter et réussir à emmener des gens derrière moi. Alors soit des gens qui sont convaincus que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut en profiter, soit des gens par ascendance qui c'est mon supérieur, donc j'ose pas trop le contredire, donc je vais un peu dans son sens. Et c'est bien amené aussi, c'est vachement intelligent comme façon d'aborder les choses. Du coup, les impériaux, ce que je disais, deviennent les méchants aussi de l'histoire, parce que c'est ce groupe-là donc qui va être opposé à l'escadron Shadow, au Shadowing.
Mais voilà, c'est... Ah, il y a quelque chose, j'ai envie d'en voir... Déjà, j'ai envie d'en voir plus. Moi, je verrais bien une série animée avec un escadron d'impériaux comme les personnages principaux. Parce que là, il y a vraiment un concept. Ah, je me souviens de ce concept que j'avais il y a quelques années exprimé aussi, où on aurait pu avoir un House of Cards version Sénat galactique, des machinations de l'Empire, etc. Sur le Sénat, etc. Et ben, je suis un peu dans cet ordre-là, et il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, ça devait être dans ton émission sur Bloodline, sur les liens du sang, qui était une déception de ce point de vue-là. Oh oui, oh que oui. Ouais, un avis que je partageais à 100%. Pour revenir à TIE Fighter, du côté graphique, j'ai trouvé ça magnifique. Là, vraiment, là, un wow bien mérité. Ah ouais, un grand wow. Ouais, surtout au niveau des couleurs. Donc, le coloriste a fait un magnifique travail. Parce que tu sais, on l'a mentionné tantôt, on est dans l'Empire, on est dans l'espace, l'Empire, bon, tout est gris, etc. Donc c'est facile de tomber dans du terne. Et là, pas du tout. Chaque source de lumière. L'éclairage est travaillé, quoi. Ouais, exact. Donc et c'est jamais, comment dire. Mal placé là, où justement il exploite les explosions, les lumières intérieures de cockpit, les choses comme ça. Je mentionnerais peut-être aussi, j'ai bien aimé l'idée comment dire, pour qu'on voit le visage au travers des casques donc des pilotes. Donc le fait de mettre exactement par transparence. Donc j'ai trouvé que ça rendait bien parce que justement c'est un comics centré sur les personnages, sur les pilotes et leur réaction selon les événements. Donc j'ai trouvé ça très très bien amené là, du côté des dessinateurs. Un moyen très intelligent de détourner la problématique que sont des personnages casqués. Alors je sais pas, tout le monde va peut-être voir ce t-shirt où il y a 9 têtes ou 12 têtes de Stormtroopers et en dessous 12 casques de Stormtroopers et en dessous de chacun il y a une émotion différente. Ouais. Parce que c'est un peu ça. Et là, réussir à contourner le problème intelligemment, c'était ingénieux. Oui, c'est ça. L'idée est bonne et c'est bien fait, c'est bien travaillé. Donc, et côté, ça va être redondant des dernières émissions qu'on a faites sur la série Star Wars, mais les impressions de vitesse, donc les batailles spatiales, évidemment, ça s'appelle TIE Fighter, donc c'est une série de batailles spatiales, donc ça aurait été dommage. Non, pas que, mais ça aurait été dommage qu'ils se plantent de ce côté-là. Il y a certains dessinateurs qui sont nuls pour rendre l'impression de combat, de vitesse, etc., de déplacement dans l'espace. Là, cette fois-ci, c'est magnifique, c'est très très bien amené. J'ai trouvé qu'on comprenait bien justement ce qui se passait. Et en plus, les vaisseaux sont très très bien dessinés. Oui, exact, ça, rien à dire. Les proportions sont correctes. Ouais. Ben c'est ça, c'est équilibré. Tu sais, des fois, on va avoir des dessinateurs qui sont excellents dans les visages, qui sont nuls sur la technologie, ou vice-versa. Ou à l'inverse, comme Salvador Larroca, qui seront nuls dans les visages, mais niveau technologie qui seront très très bons. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était bien équilibré. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué, voir un TIE Fighter avec des proportions manquées, là, alors que, tu sais, c'est un hexagone, là, le côté d'un TIE Fighter. Donc, oui, non, mais c'est clair. Mais la problématique, c'est pas le profil, c'est la perspective. Oui, évidemment. Mais non, c'est ça, cette fois-ci, pour les yeux, si vous voulez voir quelque chose de très joli, je vous le conseille. Et enfin, les couvertures aussi, ça, malheureusement, il y a une petite déception, en fait, c'est que la première était de Giuseppe Camuncoli, magnifique, on voit en gros plan le casque d'un Stormtrooper avec la bataille qui fait rage autour de lui et des X-Wing dans les yeux. Mais malheureusement, sur les 4 numéros suivants, donc à partir du 2, c'est Tommy Lee Edwards avec un style complètement différent et un style que moi personnellement je n'aime pas du tout. Donc bien content que Panini ait choisi celle-là de Camuncoli parce que les autres c'est le casque d'un pilote de taille. Tu as dit Stormtrooper, donc ah oui, pardon. Pas que nos auditeurs recherchent une autre couverture dans le volume. Non, il s'agit bien de la couverture que Panini a choisie et qui effectivement est magnifique et dont le côté peinture rend réaliste extrêmement bien. Donc je sais, moi c'est ça, j'ai toujours un biais négatif contre les changements, que ce soit de scénariste, de dessinateur, de coloriste, peu importe. J'aime qu'il y ait une unité dans une histoire, fait que j'ai trouvé ça dommage de ce côté-là, mais bon.
Ça, après, ça influe pas sur le contenu. Là. Moi, de toute façon, je vais les lire. Donc, à la limite, ça fait juste perdre des, des clients du côté de Marvel. Mais la première, au moins, était quand même très, très jolie. Fait que je mentionnerais, par contre, en conclusion, il y a une espèce de concept dans cette série-là qu'à la fin de chaque numéro, on a quelques pages, peut-être 4-5 pages de flashback et sur tel ou tel personnage. Donc, je comprends l'idée, ça permet une espèce de background pour le personnage. Dans un de ces flashbacks-là, on voyait le lieutenant Eric Cockwell, donc le personnage principal des romans Alphabet Squadron. Malheureusement, je trouve que ça nous gâche. Ben déjà, ça enlève de l'espace pour le développement de l'histoire principale, et ça fait en sorte que quand on tourne la dernière page, ben on n'est pas si impatient de lire le suivant parce qu'on vient déjà d'être sorti de l'histoire. Donc, je suis pas certain d'aimer la façon de faire là, que vraiment à la fin de chaque comics d'avoir quelques pages de flashback. Mais je comprends, c'était le concept. Donc, c'est un concept qu'ils ont essayé. Et c'était pas parce que les flashbacks étaient mauvais. J'ai effectivement trouvé intéressant de voir. Mais c'est ça, le fait de le mettre en fin de numéro, pas certain du tout que c'est une bonne idée. Et sinon, bon, pour résumer une histoire, il y a pas de gros punch, il y a pas c'est pas des comics que j'avais hâte de lire la suite absolument. Donc c'est un petit échec de ce côté-là, je dirais, malgré que le potentiel était quand même très grand, je trouve, surtout quand moi j'ai lu le livre Alphabet Squadron, je trouvais que c'était quand même il y avait beaucoup de potentiel de ce côté-là, mais au moins c'est rattrapé du point de vue visuel, comme j'ai mentionné. Mais c'est ça, on aurait aimé plus de liens avec le roman, peut-être voir plus justement le personnage principal de Alphabet Squadron, qui est une ancienne pilote du Shadowwing. Donc pourquoi ne pas l'avoir, tu sais là on la voit 2 pages je pense dans la totalité de l'album. Donc pourquoi ne pas avoir fait tout l'album autour de ce personnage-là? Là on aurait vraiment eu un parfait crossover. On aurait eu le même personnage à l'époque impériale et à l'époque rebelle. Donc c'est ça, je comprends pas pourquoi. Il me semble que c'est pas si. Je sais pas j'ai pas l'impression que les deux auteurs ont travaillé vraiment de concert cette fois-ci là entre les deux, entre TIE Fighter puis Alphabet Squadron. Donc c'est malheureux, mais c'est ça. De ton côté, des choses à ajouter, Loïc? Bah à ajouter pas tant que ça parce que je pense qu'à mon ton enjoué, tout le monde aura compris ce que j'ai pensé de ce volume. D'ailleurs, je fais un petit coucou, j'en profite, à Sylvain B sur Twitter, avec qui j'échange beaucoup et qui me trouve très dur en ce qui concerne les comics de Star Wars. Mm-hmm. Donc, je lui avais donné un petit teaser de mon avis, mais voilà, effectivement, je vais un peu sortir de ma réserve habituelle, puisque là, en fait, tu l'as dit, l'histoire n'a pas une grande ampleur, elle est assez simple. Mais je me suis laissé totalement prendre à l'histoire. Et là où, à la différence de toi, justement, j'arrivais à tourner les pages en ayant, à la fin de chaque épisode, l'envie d'en lire plus. Et, alors, en refermant l'album, en me disant, j'ai vraiment envie de continuer à suivre une série. Moi, je verrai une série régulière sur ces pilotes, mais avec grand plaisir, quoi. Par la même équipe créative, mais donnez-moi ça, Marvel. Allez-y, quoi. Il y a quelque chose à faire, quoi. Après, voilà, on n'est pas obligé de les faire participer aux événements principaux de l'histoire au sein de la saga Skywalker, de leur faire prendre part à toutes les batailles, en disant, bah oui, tu te souviens, le chasseur, l'intercepteur à cet endroit-là, dans la bataille du retour de Dendor, bah c'était lui. Non. Par contre, voilà, de les voir intervenir, moi j'ai très envie de voir les rebelles perdre face à cet escadron, quoi. Mm-hmm. Voilà, pourquoi pas même les intégrer après, on peut dire que voilà, c'est un escadron qui est en lien avec Vador, avec la 501e, j'en sais rien. Il y a vraiment quelque chose à développer. Pour l'instant, on nous a pas annoncé de suite pour cette mini-série, parce que ça restait une mini-série. On nous a pas... alors effectivement, comme tu l'as dit, on aura peut-être dans le volume 2 de l'escadron Alphabet quelque chose en lien avec, mais pour l'instant, on va dire que c'est vachement ténu. Mais voilà, moi je me suis laissé prendre au jeu.
C'est un album que je vais relire avec plaisir. C'est un album que je conseillerais quand on me demandera. Il me fait penser un peu, j'aime bien les comparatifs, mais à ce que j'avais ressenti avec Les Ruines de l'Empire, c'est-à-dire que l'histoire est assez simple, mais je m'étais fait complètement embarquer dans l'histoire, dans l'ambiance. Voilà, tu l'as dit, il y a une ambiance qui a été qui est posée grâce au dessin. Et puis voilà, par exemple, quand ils arrivent sur la planète, qui se font enfermer, il y a quand même une petite mission. Il faut s'échapper, reprendre le contrôle de la base, monter dans son chasseur. Je sais pas, il y a un côté peut-être un peu jeu vidéo que pourtant auquel j'adhère pas forcément habituellement, mais là qui m'a plu, vraiment conquis par ce volume, quoi. Ah, et ça me fait penser, tu mentionnais là, ce qu'on n'est pas nécessairement obligé de voir les événements. Ça me fait penser aussi, par contre, qu'on avait droit à des visuels qu'on n'avait pas nécessairement dans les films, mais qui nous venaient des séries. Je pense entre autres au Gros Porteur. C'est comme ça que c'était traduit, si je me trompe pas, en français. Donc en anglais, c'est plus le terme porte-avions qui est utilisé, là. Mais qu'on voit dans la série Rebels. Donc cette fois-ci, l'escadron le Shadowwing là, est à bord de ce Gros Porteur-là. Donc un vaisseau impérial que j'ai toujours apprécié le design. C'est pas je crois que le nom exact, c'est pas les croiseurs Gozanti ou un truc quelque chose comme ça. C'est ceux qui possèdent les TIE Fighters accrochés en dessous, c'est ça? Ouais, ou à l'intérieur. Ah non, c'est comme 4 grandes baies d'amarrage. Là. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai confondu. Oui, tu parles effectivement de ce grand vaisseau en triangle avec les 4 baies. Ah oui, j'étais très content de le revoir aussi. Excellent ajout à la mythologie de l'Empire. Et de le fait de le revoir ailleurs, c'était vraiment très très bien trouvé. Non, effectivement, non, c'est ça. Comme tu dis, l'ambiance, là, on est tout à fait dans l'ambiance impériale, donc ça, de ce côté-là, c'est une belle réussite. Écoute, donne-nous ta note. Moi, tu vois, je lui ai donné un 70, donc un 14 sur 20. C'est pas un mauvais album, mais c'est peut-être mes attentes aussi qui font descendre un peu la note, l'aspect crossover, tout ça, mais que dans le fond, depuis tantôt, on parle de crossover avec le livre, mais quelqu'un qui le lit sans lire le livre, ça changera rien dans sa vie, là, que les liens soient ténus. Donc, c'est ça. Quand même, un 14 sur 20, c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais divertissement, on passe un bon moment. Mais c'est ça, j'aurais espéré tellement plus. Justement, moi, du fait de ne pas avoir d'attente, d'avoir pris cette lecture vraiment pour ce qu'elle était sans me référer à l'escadron alphabet ou quoi que ce soit, pour moi ce sera un bon 16 sur 20 parce que c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un album que j'ai envie de rouvrir à nouveau et ça pour moi la relecture c'est déterminant dans la note. Si je ferme un volume, un comics, alors c'est valable avec Star Wars mais c'est valable aussi avec d'autres œuvres, si je referme un comics et que je n'ai pas envie d'y revenir, de le feuilleter ou de relire au moins quelques pages, c'est que pour moi c'est raté, quoi. Et là voilà, là rien que d'en parler, j'ai envie d'aller, genre je peux pas parce que je dois me coucher tôt mais j'ai vraiment, voilà, je pourrais arrêter l'émission et puis retourner le feuilleter, quoi, au moins le feuilleter. C'est effectivement une preuve de réussite, là, clairement. C'est ça, quand tu as un produit que tu as envie de lire et relire et relire. Et voilà, donc avant de conclure, moi je voudrais faire un petit ajout à mon WhatsApp, à mes geekeries, parce que pour moi c'était très important et je l'ai complètement oublié, donc je voudrais quand même adresser quelque chose. Quand nous avons fait des émissions récemment ensemble, Francis, où je disais que pour le futur, où je crois que c'était un commentaire que je t'avais fait passer sur l'émission Bilan, où je souhaiterais dans le futur que quand il y a des projets comics, alors pas forcément comics, mais plutôt des projets romans, avec la force de frappe de Disney, on puisse avoir des visuels qui nous permettent de nous plonger un peu dans l'ambiance. Alors c'était un peu, j'aurais bien voulu des concept art autour de certains vaisseaux, personnages, etc. Pour pouvoir apprécier une lecture et pour pouvoir y plonger plus profondément. Et en fait, avec ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, avec l'ère de la Haute République, c'est enfin quelque chose
quelque part qu'on a un petit peu. Je voulais qu'on explore une partie de, on va dire, de l'espace ou du temps de Star Wars qu'on ne connaissait pas. C'est quelque chose qu'on nous propose. Et ça, je suis surpris d'avoir oublié tout à l'heure parce que c'était quand l'annonce a été faite, je me suis dit c'est exactement tout ce que je voulais. Oui, un travail coordonné, voilà, c'est ça. Un travail coordonné, quelque chose vraiment d'inédit dans une période inédite ou dans un coin inédit de la galaxie, avec des images pour pouvoir se représenter un peu les choses. Alors je pense à ces Nils, ces espèces de pirates ou vikings de l'espace, où voilà, au moins on pourra appréhender une lecture en se disant oui, ils sont des trucs bizarres, on va nous avoir des descriptions, etc. Ce temple Jedi dans l'espace, on va pouvoir se le représenter, et je trouve que ça va nous faciliter vraiment, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi évidemment, ça va me faciliter la possibilité de plonger au plus fort de l'histoire, plus proche des personnages. Voilà. J'ai oublié de le mentionner, mais c'était très très important parce que j'ai assez pesté contre ça. Et il aurait été malvenu de ma part de ne pas en parler, parce que là, on a Disney qui vient de me proposer tout ce que je pouvais leur critiquer le plus, quoi. Donc voilà. Dans un sens, je mentionnerais que on a un petit peu ça. Bon, évidemment, c'est pas une période inédite et compagnie, mais on a un petit peu ça entre le comics TIE Fighter et le roman L'Escadron Alphabet. Donc, oui, parce que le fait d'avoir un comics en support d'un roman, effectivement, ça rajoute une couche. Maintenant, sur une partie très connue comme la partie impériale, voilà. Bon, on arrive très bien à se représenter, même des fois, s'ils nous inventent un nouveau chasseur ou un nouveau marcheur, on va pas avoir trop de mal à se dire oui, ça ressemble, je vois bien le design que ça peut avoir. Mais je te le dis à toi, Loïc, connaissant un peu au fil des émissions tes intérêts littérature, je le dis aussi aux auditeurs, si vous cherchez un livre à vous mettre en priorité là, dans votre liste de prochaines lectures Star Wars, l'Escadron Alphabet, sorti la semaine dernière, vraiment une excellente lecture. Évidemment, c'est une introduction de trilogie, mais je sais que tu avais aimé le roman sur le premier Battlefront, donc Twilight Company. Tout à fait. C'est le même auteur, et c'est encore une fois une histoire de guerre. Moi, les rares critiques, on va dire, négatives que j'avais contre le premier Battlefront, le roman, donc c'est corrigé, si on peut dire, dans celui-là. Donc je vous le dis, vous pouvez prendre notre émission aussi qu'on avait fait, moi et Jeff, là-dessus l'été dernier. Mais je crois, en tout cas, je pense que tu vas bien aimer ce premier tome de l'Escadron Alphabet. Je pense que c'est ça, ce que tu mentionnais au fil de l'émission aujourd'hui, tu vas t'y retrouver dans cette lecture-là. Mais justement, ça me rappelle aussi, et tu as très bien fait de le dire, mais ça me rappelle en fait que là, ce souvenir me revient, que finalement les livres que j'ai peut-être dévoré le plus facilement sont des livres où il n'y avait pas de Jedi. Alors il y en a beaucoup que j'aime bien sûr, dans lesquels il y avait des Jedi et tout ça, mais je pense que il était plus simple pour moi, dans l'immersion, de rentrer dans un roman où il n'y a pas de Jedi, où il n'y a pas de pouvoir de la Force, etc. Et du coup, on avait quand même toute la série X-Wing dans l'univers légende, et je me souviens que ces romans, je les avais dévorés. Effectivement, les gens comparent souvent l'escadron Alphabet à la série X-Wing, parce qu'évidemment, on suit un escadron de pilotes et compagnie. Là. Évidemment, il y a quelques différences notables. Oui, déjà, ne serait-ce que par rapport à la géopolitique exact. Dans Star Wars. Mais c'est vrai que voilà, je me souviens, à cette époque, c'était il y a longtemps, j'avais réussi à me plonger facilement dans ces... je sais pas, je trouve que les batailles spatiales, c'était bien rendu, etc. Donc voilà, j'espère ressentir un peu les mêmes émotions sur ce volume que je vais bientôt me procurer, puisque j'ai envie de le dévorer. Je te le souhaite, moi aussi j'ai bien hâte de le relire en français cette fois. Oui, pour l'apprécier encore plus. Donc au pire, on vous fera un retour sur ton expérience, Loïc, dans un prochain émission. Dans une prochaine émission, évidemment, je mentionnerai certainement. Et voilà ce qui conclut donc cette édition de Star Wars en direct littérature. Donc je te remercie, Francis, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à toi. Pour te rejoindre comme d'habitude sur Facebook via Star Wars en direct, sur Discord, très très actif sur Discord,
Et puis dans les commentaires YouTube, notamment des capsules Star Wars 101. Mhm. On rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, des avis, des réactions, partagez-les avec nous. Venez nous trouver dans les articles, venez nous trouver sur Discord. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment échanger avec vous. Pour les plus, on va dire, anciens d'entre vous, vous pouvez toujours envoyer un mail à l'adresse studio@starwarsdirect.com. Et voilà. Partagez nos émissions si vous les avez appréciées. Partagez les capsules Star Wars 101. Mettez un petit pouce bleu à Francis pour tout le travail qu'il a effectué sur YouTube. On a des émissions qui sont en préparation, en tout cas qui vont probablement être enregistrées prochainement. On aura un Star Wars en direct jeunesse qui va traiter des aventures dans un monde rebelle, qui sont une série de livres de la Bibliothèque Verte, vraiment destinés à des enfants. Donc je pense que ce sera avec Tamara et toi, Francis. Oui, exactement. Voilà. Et puis prochainement, d'ici une quinzaine de jours, une émission Clone Wars sera enregistrée sur cette première arche narrative de la saison 7 du Bad Batch. Donc on a choisi vraiment de ne pas revenir dans le format Clone Wars qu'il y avait à l'époque, à savoir une émission, un épisode. Enfin, un épisode d'une émission. Ces épisodes ont vraiment été conçus comme des histoires des petits films, en fait, d'1h30. Donc on va les débriefer quand ils seront tous sortis. Donc par contre, nous serons très réactifs. Guettez nos émissions qui seront probablement live à ce moment-là, à la fin chaque vendredi qui clôturera la série d'épisodes. Et puis nous gardons la possibilité aussi de faire des émissions sur un seul épisode s'il y a des épisodes fill-in, puisque on n'était pas trop sûr qu'il n'y aurait que des histoires sur plusieurs épisodes. Donc voilà pour nos prochaines émissions. Et puis on rappelle que vous pouvez nous rejoindre, participer aux enregistrements live sur notre serveur Discord si vous ne l'aviez pas déjà compris. Et puis donc pour montrer vos couleurs, la boutique de Star Wars en direct, les t-shirts, les produits dérivés, les coussins, les mugs et autres, à l'adresse starwars.direct, et vous allez dans l'onglet boutique. Retrouvez-nous sur iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Merci à siteclan.net, merci à mintinbox.net, à starwarsonline.com, à starwarsuniverse.com, à planetstarwars.com, à Star Wars Geeks Québec et à Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.